Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas posté de vidéo. On se retrouve aujourd'hui après 9-10 jours de pause, c'était la trêve internationale, on s'ennuie un petit peu, j'ai préféré travailler mes cours, mais on est bien de retour pour préparer l'enchaînement qui attend le PSG de Luis Enrique jusqu'à la prochaine trêve internationale du mois de novembre. Pour cette vidéo, on va faire un point sur tout ce qui s'est passé pour nos Parisiens sur ces 2 semaines et bien sûr on va se projeter sur tout ce qu'on attend dans la dimension collective du PSG de Luis Enrique pour les prochaines semaines, avec à la clé la double confrontation face au Milan AC. Allez, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec nos Français. Kylian Mbappé d'abord, qui a repris la confiance. On l'avait laissé sur un match très frustrant contre Rennes, les passes décisives loupées par ses coéquipiers, les occasions que lui-même a ratées. Là, il a mis 3 buts pour une passe décisive en équipe de France, notamment un très beau doublé contre les Pays-Bas. La reprise de volée comme la frappe de loin sont vraiment 2 buts que j'adore. Et maintenant, avec le PSG, bien sûr, on attend beaucoup de choses de sa part. D'abord l'attitude, parce que contre Rennes, même si dans le contenu son match était meilleur que son début de saison, je trouve que dans l'attitude, il y avait quelques errements qui persistaient. Donc on espère un Mbappé beaucoup plus concerné sur les pertes de balles, le travail défensif, mais aussi avec ballon, un Mbappé concerné différemment, qui fait beaucoup plus d'appels à vide pour libérer de l'espace pour ses partenaires, mais aussi en profondeur pour offrir évidemment des solutions qui décrochent un petit peu moins. Et puis, physiquement, alors ça c'est dû à sa préparation tronquée par sa mise au loft, bien sûr, où l'intensité était bien moindre. Ça, on ne cessera de le répéter. Un mois au loft, ça lui a fait un mal fou. Voilà. Donc, sa reprise décalée, là on espère quand même une petite montée en puissance physiquement avec dans les 1 contre 1 le retour du Mbappé un petit peu létal. Et concernant l'attitude, je note que il est dans une situation assez similaire à l'année dernière, à savoir occuper un rôle axial, laisser le côté, la ligne à un autre joueur, Barcola, Vitinha, c'est ce que lui demande Luis Enrique, c'est grosso modo ce que lui demandait Christophe Galtier l'année dernière, même si c'est vrai qu'il y a un an, il était vraiment numéro 9. Là, il est plus demi-espace, et quand Vitinha est là, il peut coller la ligne parce que Vitinha fait ce travail de compensation, enfin s'adapte complètement à Mbappé. Mais par exemple, les matchs où il a dû cohabiter avec Barcola, on était typiquement sur le Mbappé de l'année dernière sous Christophe Galtier. L'année dernière, il avait désavoué son entraîneur publiquement. Là, on a vu contre Newcastle, contre Rennes, à d'autres moments, des attitudes un petit peu désinvoltes, mais une relation avec Luis Enrique qui a l'air bonne. Voilà, les deux communiquent, il y a eu des moments où ils se prennent dans les bras et tout ça. Donc, j'ai l'impression que la relation avec son entraîneur est plutôt bonne. Donc, à voir ce qui n'allait pas dans son attitude, puisque là, on sort de 15 jours où il a pris l'air avec l'équipe de France, ça fait plaisir, on l'a vu sur les vidéos, là il est en bout de table avec son disciple Ousmane Dembélé. Attention, Youssouf Fofana qui est toujours à côté de lui aussi, qui a été associé au PSG dans les médias, donc à suivre pour l'été prochain. Bon, concernant Dembélé et Colomani, ça a été très compliqué puisque Dembélé est passé à côté de son match contre l'Écosse. Colomani, c'était contre les Pays-Bas où il a été plutôt fantomatique. Les deux n'ont clairement pas gagné de points avec l'équipe de France, pas pris en confiance. D'ailleurs, il y a un papier du Parisien cette semaine qui disait que Dembélé, le fait de marquer son premier but au PSG, ça commence vraiment à le titiller, le toucher mentalement, l'obnubiler. Et puis Colomani, bon, comme d'habitude, il va falloir qu'il élève son niveau technique parce que le très haut niveau, c'est pas des contrôles qui prennent 3-4 secondes. Bref, Lucas Hernandez a noté aussi, tiens, ça aussi c'est une petite satisfaction parce qu'il a joué dans l'axe.
Axe gauche contre les Pays-Bas, alors il n'est pas rentré contre l'Écosse, mais contre les Pays-Bas, match assez solide. Voilà, même quand la France a pris un petit peu l'eau, il a fait des bons retours défensifs, il a été assez agressif dans l'axe, un poste quand même qu'il redécouvrait, hein, puisqu'il a joué exclusivement arrière-gauche depuis son retour des croisés. Voilà, donc ça fait globalement 10 mois qu'il ne connaissait pas ce poste axial, qu'il pourrait retrouver au PSG prochainement. Voilà, donc pour les Français, du bon comme du moins bon. Passons à Ugarte. Ugarte, alors contre la Colombie, ils ont fait 2-2, c'était le premier match. Il l'a globalement loupé puisqu'il perd beaucoup de ballons, notamment un qui amène le deuxième but des Colombiens. Ça, on l'avait déjà vu contre Newcastle, hein, le premier ballon qui touche à St. James Park, il le perd assez facilement. Contre Rennes, pareil, il avait fait un match plutôt moyen, donc on espère qu'il va revenir dans de bonnes dispositions. Il a joué les deux matchs, le second c'était contre le Brésil de Marquinhos. Il a été bon. Première mi-temps, il joue milieu de terrain. En seconde, il est défenseur central. Si ça peut donner des idées à Luis Enrique, qui n'a globalement pas fait bouger sa défense centrale d'un poil sur le début de saison. Contre un Brésil de Marquinhos, alors bon, il y a la blessure de Neymar, tiens, on a une pensée pour lui, les croisés. Enfin, ça fait mal, très honnêtement, quand tu as grandi avec ce genre de joueur, enfin, quand tu vois la descente aux enfers, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de Eden Hazard, de Paul Pogba, de Neymar, tu te dis, waouh, toute cette génération complètement gâchée parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est les croisés, enfin, tu ne peux pas ne pas penser à la fin de carrière, en fait, quand tu vois les images de Neymar qui se blesse. Et bien sûr, quand tu es supporter parisien, tu te dis, bah, heureusement qu'on l'a fait partir pour 90 millions. Alors, 90 millions, c'est ce qui était sorti dans la presse. Je pense qu'on est plus sur 70. Hein. Il y avait des journalistes qui disaient le PSG a fait gonfler les montants dans les médias. Ça n'a pas dérangé les Saoudiens. Ils n'ont pas contredit. Voilà. Bon, je pense qu'on est un petit peu en dessous, hein, que c'est un petit bruit qui trotte pour faire genre on a fait une belle affaire. Mais peu importe le prix, l'avoir fait partir, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Donc, Ugarte, les pertes de balles, attention. Et alors Marquinhos, bon, alors le premier match avec le Brésil, pas grand-chose à signaler. Par contre, le second, il a été épinglé parce que, premièrement, techniquement, un peu en dessous. Bon, ça, on le savait, hein, puisque contre Newcastle, il fait une erreur qui a 100% pour lui, que ce soit dans le choix et l'exécution technique, c'est très mauvais. Mais par contre, il y a autre chose qui a été signalé, et il suffit de regarder les résumés pour voir que manque d'agressivité. Et ça, je le note parce que son début de saison est bon au PSG. La réalité, c'est que son début de saison est bon, et on l'a défendu sur cette chaîne YouTube depuis le mois d'août, parce que pour moi, bah voilà, c'est globalement défensivement celui qui donne le plus satisfaction sur la durée. Hein. Lucas Hernandez a aussi loupé son match à Newcastle, a loupé son match contre Nice aussi. Bon, Achraf, c'est plus offensivement qu'il se... Bon, Skriniar, pareil, lui, il est globalement très en dessous de Marquinhos. Ce que je veux dire par là, c'est que Marquinhos se montrait au PSG par sa capacité à cadrer l'adversaire, notamment dans la surface. Là, au Brésil, on lui a reproché ça, en fait. Voilà, de ne pas assez coller son adversaire, de se faire déborder trop facilement, et on espère qu'il ne va pas suivre ça au PSG. Voilà, parce que ça, on ne le voyait pas sur son début de saison. C'est quelque chose d'inédit qui a été noté sur cette trêve internationale pour Marquinhos. Évidemment, c'est peut-être un manque de confiance qui fait qu'il sort de l'alignement un petit peu à contre-temps, que du coup, son adversaire a le temps de se retourner, de le contourner même. Bref, on espère que ça ne va pas le suivre. Skriniar avec la Slovaquie, il a encore joué 180 minutes. Skriniar a loupé aucune minute en ce début de saison, que ce soit avec le PSG ou sa sélection. Va se poser... Alors, du coup, ne se pose plus la question de sa fiabilité après sa blessure au dos, mais va se poser la question quand même de le mettre au repos, voilà, parce que tu as du matériel en fait pour faire tourner. Danilo, Mukiele qui revient, mais ça on y reviendra. Il a d'ailleurs affronté Gonçalo Ramos lors de son premier match, Gonçalo Ramos qui a marqué, pour Portugal qui a gagné 3-2. Danilo et Vitinha n'ont pas joué le match contre la Slovaquie, mais ont joué le second. Danilo a été bon au milieu de terrain. Alors ça, c'est à signaler. Vous connaissez ma position. Hein. Pour moi, Danilo doit jouer défenseur central et pas au milieu. Vitinha est entré au second match, mais trop tard, je crois, à la 80e minute. Donc Vitinha, globalement, c'était repos, cette trêve internationale. Donc ça, c'est plutôt bon signe parce que, enfin, il a été écarté du 11 par Luis Enrique. Mais vous m'enlèverez pas de la tête que le faire sortir comme ça, après un trophée d'homme du match contre Dortmund, et ne même pas le faire rentrer contre Marseille, alors qu'en fin de match, tu aurais pu lui donner du temps de jeu puisque tu gagnes 4-0. Ne me dites pas que
c'est un pur choix de Luis Enrique. Je pense qu'il y avait des données physiques peut-être alarmantes, le mot est peut-être dur, concernant Vitinha en matière de fatigue et tout ça. Voilà. Fabian Ruiz, bon, je l'ai mis, mais bon, il était remplaçant au premier match de l'Espagne contre l'Écosse, mais il a été titulaire contre la Norvège. Ils se sont qualifiés pour l'Euro 2024 sur ce match-là, et il a été bon en tant que relayeur gauche. Voilà. On sait que quand Luis Enrique était sélectionneur espagnol, Fabian Ruiz n'allait plus avec son pays. Là, depuis qu'ils ont changé, évidemment, il retrouve des couleurs. Donnarumma intéressant aussi, parce que contre l'Angleterre, bon, il a pris 3 buts. Notamment 2 où, bon voilà, il n'est pas exempt de tout reproche. Alors le premier, c'est un penalty d'Harry Kane. Le second, c'est, alors vous l'avez tous vu, c'est passé sur Twitter, la percée de Jude Bellingham pour Rashford. Et là, par contre, Donnarumma, erreur de concentration, parce que quand Rashford a le ballon, Donnarumma, du coup, se décale vers la droite dans son but. Mais plus Rashford se rapproche de l'axe et du but, moins Donnarumma se réaxe. C'est-à-dire qu'il reste sur une position très à droite de son but et du coup Rashford a un angle pas possible pour tirer sur la gauche de Donnarumma. Ça fait but. Petite erreur de concentration, voire grosse. Et après, bon, le troisième, c'est un but d'Harry Kane. Là, je lui en veux un petit peu moins parce que c'est un défaut qui est inné en lui. Ce sont les sorties. Voilà. Harry Kane qui vient en 1 contre 1, Donnarumma qui sort un peu n'importe comment. Par exemple, il accélère mais il freine. Du coup, Harry Kane conserve un angle de tir dont il en profite puisque c'est un attaquant de classe mondiale. Bon, les sorties pour Donnarumma, on sait très bien que c'est pas trop son truc. Mais bon, au PSG, il en a pas beaucoup. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins par rapport à la saison dernière. C'est des situations de 1 contre 1 pour notre gardien. Voilà. Ça, c'est à noter, sachant que c'est un gros défaut pour lui, c'est plutôt pas mal. Hakimi a fait 180 minutes avec le Maroc, ça par contre c'est regrettable parce qu'au PSG, pareil, il a joué quasiment tous les matchs. Là, en Ligue 1, ben, on peut plus trop faire tourner parce qu'on doit récupérer les points qu'on a perdus en début de saison. Hakimi est notre probablement meilleur joueur du début de saison, du moins le plus régulier et le plus létal offensivement. Voilà, c'est notre valeur la plus sûre pour marquer des buts et faire des passes décisives tout simplement, et aussi se créer des occasions. Donc ça va être compliqué, surtout qu'on a la CAN en janvier. S'il va au bout, elle se terminera le 21 février, soit après notre match aller contre je ne sais pas qui encore, puisqu'on n'est même pas qualifié en Ligue des Champions. Mais dans tous les cas, on sait très bien que la CAN, on l'a vu avec Idrissa Gueye, Abdou Diallo par le passé, c'est une compétition qui carbonise nos joueurs. Donc ça va être un cas très particulier à gérer sur la seconde partie de saison. Dommage que ça le soit déjà début octobre. Lee Kang-in, ça y est. Alors lui, il rentre de 500 minutes avec sa sélection. Donc contre le Vietnam, c'était lundi. Il a marqué d'une belle enroulée et il a fait une passe décisive sur corner. Ça, c'est à noter parce qu'on tire très mal les corners avec Ousmane Dembélé. Peut-être les repasser à Lee Kang-in, même si je nuancerais. Il les a tirés sur les 2 premiers matchs qu'il a joué contre Lorient et Toulouse. C'était pas fameux, hein. C'était pas vraiment mieux qu'Ousmane Dembélé. Mais là, il a fait une passe décisive. Je crois que c'est pour Kim Min-jae d'ailleurs la passe D. Bref. Donc, on va voir comment on l'utilise dans le système en 4-2-4, mais sur les réseaux sociaux, je trouve que les gens... bon, que les gens soient trop hype, oui, parce que sur ce joueur, il y a eu un mouvement, même avant sa signature, voilà, les compilations, les gens qui pensaient... Enfin, bref. D'ailleurs, la hype se traduit dans les ventes de maillots, puisqu'il vend plus de maillots que Kylian Mbappé. C'est notre joueur qui vend le plus de maillots. Exceptionnel. Voilà, l'engouement du marché asiatique. Dans tous les cas, pour moi, enfin, sa place dans le 11 aujourd'hui, elle est absolument pas acquise en fait. Là, il va arriver, il va être sur le banc, et il va falloir vraiment qu'il se batte. Parce que je vois pas en quoi il passerait comme ça devant un Vitinha par exemple. Parce que pour moi, on doit le faire jouer à la place de Vitinha. Warren Ugarte, c'est impossible. Et après, on parle quand même de joueurs à vocation offensive. Enfin, Mbappé sur le côté gauche, Dembélé, Gonzalo Ramos. Bon, je veux bien que Dembélé, par exemple, ait des soucis de finition, mais Lee Kang-in a les mêmes, en fait. Lee Kang-in, dans le dernier tiers, c'est pas fameux. Pour moi, sa plus grosse qualité, sur laquelle il va falloir qu'il joue, c'est sa capacité à faire jouer ses partenaires. C'est-à-dire sa qualité de passe, en gros. Parce que c'est vrai qu'un Ugarte, un Warren Zaïre-Emery, alors même s'il a fait 2 passes décisives sur les 2 derniers matchs, un Vitinha, typiquement, c'est pas des joueurs qui vont lancer Mbappé dans la profondeur. C'est pas inné en eux. D'ailleurs, on le voit, quand Mbappé est trouvé dans la profondeur, la plupart du temps, c'est Marquinhos qui fait un ballon pied en rupture. Lee Kang-in, lui, sait faire ça. Donc pour moi, c'est là-dessus qu'il doit jouer. Voilà.
parce qu'après le reste, Vitinha marque un super but contre Rennes, Warren Zaïre-Emery pareil, le dernier tiers commence à devenir sa maison. Il va vraiment falloir que Lee Kang-in s'accroche dans cette dimension-là. Voilà. Et aussi, ses prises de balles dans l'entre-deux lignes, en fait. Entre les lignes, voilà. Sa capacité à se retourner très rapidement. Ça, c'est ce qui le différencie de nos milieux de terrain. Et c'est aussi parce que les relais entre les lignes, on doit le travailler. Je l'ai noté. Bon alors, retour du PSG donc. Pour un enchaînement Strasbourg, Milan, Brest, Montpellier, Milan, Reims. En Ligue 1, j'attends une vraie série de victoires. Parce que pour l'instant, on n'a pas fait mieux que 2 victoires d'affilée contre Lens et Lyon fin août. Sinon, on a fait des matchs nuls très frustrants, contre Clermont par exemple, même si en face, le gardien fait un très bon match. Il y a eu la défaite contre Nice, bien évidemment, en Ligue des Champions contre Newcastle. Là, on a donc une double confrontation contre Milan. Alors, c'est très intéressant, puisqu'après notre défaite contre Newcastle, alors heureusement, Milan, on fait dans le même temps match nul contre Dortmund, donc on est encore en vie dans le groupe, mais le match au Parc la semaine prochaine, c'est déjà le genre de match avec la pression Ligue des Champions. Là, voilà, t'es obligé de gagner. Donc, ça sent bon, les gars. Ça sent bon. Et c'est assez paradoxal, on aura le temps d'y revenir, mais contre Newcastle, équipe dont on mettait en avant le milieu de terrain, on a pris 4 buts. Et là, on va affronter Milan. Sur le papier, ce qui fait le plus peur, c'est pas leur milieu, c'est leur attaque, qui a mis 0 but pour l'instant, en 2 matchs de Ligue des Champions. Donc, voilà, c'est assez paradoxal, petit équilibre à trouver, puisqu'on rappelle quand même que les Milanais vont se présenter chez nous. Eux, c'est pas la victoire qu'il leur faut, c'est carrément marquer un but. Voilà, parce qu'ils n'ont toujours pas fait en 2 matchs, contre Dortmund et contre Newcastle. Pas faute d'avoir eu les occasions, par exemple, un Raphaël Leao qui a tergiversé contre Newcastle. Bref, on en reparlera. 2-3 points collectifs que j'aimerais mettre en avant. D'abord, quelque chose pas forcément évident, à savoir la production offensive qui est à maintenir. Je trouve que le PSG, peu importe les matchs, se procure un nombre d'occasions très satisfaisant. On surperforme généralement nos expected goals. Évidemment, on a en tête le match contre Clermont, on fait 0-0. Contre Rennes, pareil, on a beaucoup d'occasions. Alors contre Clermont, c'est moins évident. Contre Newcastle, c'est moins évident. Mais voilà, c'est vraiment un match à part. C'est la débâcle du début de saison. Pour tous les autres matchs, Newcastle, Marseille, on leur en colle 4. Lyon, on leur en colle 4. Donc voilà, on se crée beaucoup d'occasions. Ça, globalement, il faut maintenir. Maintenant, bien sûr, il faut de la finition parce que ces occasions, il faut bien sûr capitaliser dessus. Là, on attend un Ousmane Dembélé, un Kolo Muani, Mbappé aussi, évidemment, sur le dernier match contre Rennes, parce que Achraf Hakimi, aujourd'hui, est dans un état de grâce. C'est vrai qu'il te met des buts, le mec, t'as l'impression qu'il est numéro 9. C'est des gestes d'instinct de buteur absolument exceptionnels, mais ça va pas durer. On sait qu'il surperforme. On sait que, de manière générale, Achraf commence bien ses saisons avant de descendre un petit peu au mois de novembre-décembre, avoir un petit pic sur janvier-février et puis derrière être un petit peu plus poussif. Là, avec la CAN, comme je le disais, il y a fort à parier que déjà physiquement, il va pêcher. Donc forcément, dans le dernier tiers, ça va se ressentir sur sa lucidité. Bon bref, donc là-dessus, il va falloir travailler, mais la production offensive, pour moi, est un vrai bon point de ce début de saison du PSG de Luis Enrique. Voilà. L'année dernière, par exemple, même quand tu avais les 3 devant, tes occasions, c'était des coups francs, quoi. Que Messi tirait à perpète, qui finissait dans les tribunes. Il y a des mi-temps où on tirait même pas au but. Je sais pas si on se rend compte du désastre que c'était l'année dernière. Là, on a au moins les occasions. Bon. Ensuite, problème que le PSG a, nos adversaires pressent nos latéraux pour les enfermer sur le côté et donc nous forcer à jouer de manière précipitée. Nos défenseurs centraux sont pas forcément pressés. C'est pas pour autant qu'ils ont de la personnalité quand ils ont le ballon. C'est pour ça que je leur en demande beaucoup plus là-dessus. Ça, c'est un discours bateau que je répète tout le temps parce qu'évidemment, les deux ne font pas assez d'efforts. Skriniar, tiens, ça me laisse un petit point sur Skriniar. Alors, il y a l'Inter Milan qui s'est plaint de son départ. Ils ont dit, oui, il a fait semblant de vouloir prolonger l'année dernière alors qu'il avait la tête ailleurs. Il a trahi le club. C'est même pas la direction, les supporters, c'est le club carrément, toute l'histoire qu'il a trahi. Bon, bref. Skriniar voulait le PSG en 2022 qui a proposé 50 millions sans les bonus. L'Inter sont restés sur leur position à 70. À un moment donné, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On parlait d'un joueur qui avait 1 an de contrat, 50 millions pour 1 an. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un lien. Aujourd'hui,
vu les débuts que fait Skriniar, je me dis heureusement qu'on les a pas mis en fait. Parce que ça aurait été une dinguerie. 50 millions pour 1 an de contrat d'un joueur aussi limité, qui colle aussi peu avec le football moderne, ça m'aurait embêté. Là, il est libre. Moi, je l'aime bien, Skriniar. C'est un bon défenseur, tu vois. Et dans mes vidéos, je suis pas trop dur avec lui. Mais 50 millions, là, je te jure que le mec, mais j'aurais déjà commencé à le tabasser, en fait. Tu vois. Donc l'Inter, à un moment donné, qui se détende un petit peu, quoi. Nasser a proposé 50, je crois, ça montait à 55, 60 avec les bonus. Oh, pour 1 an de contrat, le mec avait 27 ans. Enfin, tu veux quoi de plus, en fait? Bon, bref. Donc Skriniar, c'est le joueur aussi qui a réussi le plus de passes en volume dans le top 5 européen. 837 passes réussies. Bon, déjà, comme je disais, il a joué toutes les minutes, que ce soit en club comme en sélection. Donc forcément, ça gonfle. Et puis ensuite, ce sont des passes faciles. Hein. J'attends de lui qu'il prenne en personnalité. Et aussi, en défense, j'attends aussi beaucoup de Luis Enrique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à faire. J'attends de la créativité de sa part. Remettre Skriniar sur l'axe droit, pour qu'il soit sur son bon pied à la relance, pour qu'il soit plus à l'aise sur les phases de contre-attaque adverse. Pourquoi pas mettre Lucas Hernandez axe gauche, un poste qui lui a réussi contre les Pays-Bas. Pourquoi pas faire tourner aussi? Pourquoi pas mettre Danilo dans la balance avec Milan Skriniar? Enfin, Danilo, on parle quand même d'un joueur qui, l'année dernière, était sur le podium de nos meilleurs joueurs. Aujourd'hui, il est remplaçant. Voilà, c'est très clair. Il a vraiment été rétrogradé, je trouve, dans la hiérarchie Danilo. Et puis, il y a Mukele. Il y a Mukele qui est revenu. Attends, qui est rentré contre qui déjà? Contre Marseille, si je dis pas de bêtises, non? Et derrière, on l'a plus revu. Alors ça, j'ai trouvé un petit peu bizarre. Donc j'espère le revoir parce que pour moi, enfin, on était resté quand même sur de bonnes prestations de la part de Mukele sur le mois de janvier, le mois de février. C'était vraiment très bon sur le côté droit. Donc j'attends de Luis Enrique des changements, de la créativité, peut-être faire bouger les choses. Hein. Par exemple, samedi contre Strasbourg, Marquinhos revient du Brésil, pourquoi pas le faire souffler, hein. Il l'avait déjà fait contre Nice après la dernière trêve internationale, pourquoi pas refaire? Voilà, en faisant des petits changements, des petits ajustements. Moi vraiment, je milite pour mettre Skriniar en fait axe droit. Voilà, peu importe qui est à côté de lui, essayez de voir Skriniar sur un match où il serait quand même beaucoup plus à l'aise et beaucoup moins un poids pour son équipe. Voilà. Dans la mesure où l'adversaire, par exemple, là, quand il est axe gauche, dès qu'il est un peu pressé, c'est cata total, parce qu'il l'oriente, l'enferme sur son mauvais pied et le mec panique complètement. Du coup, là, évidemment, si tu l'orientes sur le côté, c'est le pied droit. Donc forcément, il sera beaucoup plus à l'aise pour la mettre à Hakimi ou quelqu'un un peu plus haut. Un Dembélé par exemple. Bon bref, on parlera du milieu demain puisqu'on est déjà à 21 minutes de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis donc on se retrouve demain pour l'avant-match PSG Strasbourg et terminer un petit peu ce petit point, ce petit état de l'art du PSG de Luis Enrique. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout. Vous m'avez manqué, putain, ça fait vraiment plaisir de reprendre les vidéos. Ciao.